J'atterris dans quelques instants pour vous emmener découvrir le parfum secret des fleurs. Écrasez bien entre vos doigts. Ah, c'est vrai que ça sent l'ail. La vie cachée de France Télévisions. Et là, je vous laisse parce que je vais me changer, donc c'est un moment quand même intime et privilégié. À tout de suite. Les risques insoupçonnés d'une promenade sur la Seine. Ouais, t'as mis trop de vitesse là. T'as vu? Voilà. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Et les frissons que procure un vol au-dessus de Paris. Ah oui, c'est au milieu en fait que c'est impressionnant. Ah oui. Oui. Allez, bienvenue pour ce nouveau numéro de Paname. Direction aujourd'hui le sud du plus grand arrondissement de Paris, le 15e. Dans un grand parc ouvert sur la Seine, le parc André Citroën. Un jardin contemporain créé en 1992 sur d'anciennes friches industrielles, un immense poumon vert très couru dès les premiers rayons de soleil. Un lieu unique et plein de surprises. Je retrouve Edwige, une spécialiste des jardins parisiens. Bonjour Edwige. Bonjour. Alors, vous m'avez donné rendez-vous dans un très joli jardin qu'on appelle le jardin doré. Oui, le jardin doré. Pourquoi? On voit très bien hein, les couleurs des fleurs, les feuilles très lumineuses. Hein. On a les Ah, moi, je le vois jaune là. Donc c'est un jaune doré, hein, si vous voulez. Donc c'est vraiment un des jardins que je préfère, c'est un des plus jolis. En automne, vous avez les frondaisons jaunes qui créent une atmosphère vraiment dorée comme un cocon. C'est vraiment très sympathique. On est vraiment s'y poser tranquillement, lire un bouquin. Alors, il y a une Très série comme ça de... Jardins sériels, 6 jardins sériels plus précisément, donc ils vont s'enchaîner à la suite, donc ils sont tous identiques de même taille, de même forme. Et puis on va avoir derrière eux toute une symbolique, toute une signification, donc une série d'éléments tels que la couleur, un métal, un jour de la semaine, une planète, un état de l'eau et puis un sens. Alors ici, c'est l'or. Ici c'est l'or. Quel jour? Donc on est sur le dimanche, donc le jour du soleil, donc la planète c'est le soleil. Donc le doré, Le côté doré, doré, donc lumineux. voilà. Nous sommes sur l'état de vapeur, hein, parce que le soleil fait évaporer l'eau. Et comment ça se retrouve dans les plantes, ça? Alors là, c'est mis en évidence par un cadran solaire, hein, donc qui nous rappelle que le soleil est là, et donc ça chauffe, et donc la vapeur. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut que comprendre lorsque quelqu'un nous l'explique. Tout ça est un peu organisé autour d'une grande pelouse. Ça fait combien d'hectares ce parc en tout? Alors l'ensemble du parc fait environ 13 hectares. Et donc l'espace grande esplanade en pelouse, elle a été conçue par Monsieur Provost. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle un jardin moderne, contemporain. Oui, on est vraiment dans le cœur du jardin contemporain. On est au-delà des parcs traditionnels haussmanniens, on est au-delà du parc urbain comme la Villette. C'est vraiment quelque chose qui est un espace qui est vécu, donc un espace d'usage pour les enfants, un espace ludique, un espace de vie tout simplement. On y vit ici, on y vit. Chacun a sa place ici, chacun peut trouver sa place. Voilà, c'est ça. Et son univers. Son univers, son atmosphère, son petit endroit préféré. Alors là, Edwige, on arrive devant votre deuxième jardin préféré, qui est le jardin bleu. Bleu. On a toutes les floraisons en ce moment bleues. Donc, le jardin est dédié à l'odorat. Hein. Donc, beaucoup de plantes aromatiques, la sauge, la menthe. On a des petites fleurs d'Iphéion qui ont un feuillage qui est parfumé à l'ail lorsqu'on le froisse. Parfumé à l'ail. Voilà. Lorsqu'on les froisse. Hein. Reprenez bien la feuille. Hein. Et donc lorsque vous la froissez, vous écrasez bien entre vos doigts. Puis vous attendez un petit peu et c'est ensuite qu'on a vraiment l'effluve. Hein. Ah, c'est vrai que ça sent l'ail. Ah oui, vous avez raison. C'est la même famille. On va passer dans le jardin. Jardin en mouvement. En mouvement. Mouvement. Là, c'est du grand n'importe quoi, c'est ça? Donc, Non. voilà, c'est si vous voulez. Alors la volonté ici, c'est de laisser en fait l'espace à la nature. Les végétaux vont eux-mêmes croître, se multiplier, se développer.
et la nature va s'installer d'elle-même. Même la nature qui s'est effondrée là. On est obligé de passer en dessous les branches. Oui, c'est ça, l'espace naturel. On a, Et il y a des bambous aussi. C'est pas vraiment une plante de la région, ça, le bambou? Alors oui, en effet, le bambou, ce n'est pas présent naturellement ici, mais il a été amené dans l'idée d'un jardin de jeux pour les enfants, circuler parmi les bambous. Puis ça donne une touche exotique. Voilà. Merci Edwige. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. La magie du parc André Citroën réside dans ses variations de paysages, d'architecture et d'ambiance. Par endroits, la nature dicte sa loi. Les pelouses à perte de vue offrent toutes les libertés. Ailleurs, c'est le béton qui cadre le regard, mais ce n'est pas le moment de batifoler, l'ami Frédéric Gersal m'attend. Frédéric, on domine ce magnifique parc André Citroën qui a complètement changé de quartier parce qu'il y a une vingtaine d'années, ici, c'était une friche industrielle. Ah oui, il restait encore quelques bâtiments d'une usine, la grande usine Citroën qui a été créée par André Citroën. Un personnage étonnant, haut en couleur, sympathique, chaleureux, visionnaire, publicitaire avant l'heure, polytechnicien, incroyable, on se dit polytechnicien, qu'est-ce qu'il vient faire dans le monde automobile? Bah oui, alors, au début il va créer une usine d'abord pour l'armement. Bah oui, parce qu'on est en 1914-1915, il va créer des munitions pour l'armée française, et puis il va racheter la maison Morse, qui est une très vieille construction, une usine de construction automobile, et du coup avec ça, il va se transformer, au lieu de rester dans l'armement, il va passer à la construction automobile, après, au moment de la Première Guerre mondiale, en plein milieu de la Première Guerre mondiale, et cette usine ici, l'usine de Javel, du nom de ce quartier, où on fabriquait de l'eau de Javel, voilà pourquoi ça porte ce nom, il y avait déjà des industries au XVIIIe siècle, eh bien il va s'installer juste en face de chez Renault, évidemment, puisque Renault est sur la rive droite et Citroën va rester sur la rive gauche, et de là vont sortir des véhicules extraordinaires. Enfin, on se souvient de la traction. Ah, la traction avant. Alors la traction avant, c'était lui qui avait souhaité avoir le moteur à l'avant. Il le disait, quand vous montez une brouette dans un escalier, c'est quand même plus facile de la tirer que de la pousser. Donc il fallait une traction avant plutôt qu'une poussée vers de l'arrière. Donc il imagine cette voiture très basse. D'ailleurs, sa femme, Jacqueline, posait souvent la question. Elle disait, mais comment, il n'y a pas de marchepied sur cette voiture? C'était une vraie révolution. Eh bien non, lui disait André Citroën, au lieu de monter dans la voiture, on descend dans cette voiture, dans cette fameuse traction avant. Qu'on a appelée la Belle de Javel. Ah oui. La 2 chevaux est sortie ici aussi? Oui, la 2 chevaux, c'était un vrai pari. C'est simple, la question qui était posée, c'était de pouvoir traverser un champ labouré avec une douzaine d'œufs dans un panier sans que ça se casse. D'où les suspensions très souples. Oui, voilà, exactement. Bon, alors, la 2 chevaux, la DS aussi, évidemment, ça fait partie de ces mythes qui sont sortis de ces usines Javel. 30 000 ouvriers quand même. Ici? Oui, à l'intérieur de ces usines-là qui étaient répandues. Et tout le quartier vivait autour de Citroën. Évidemment. Même si les ouvriers ont quitté le quartier, laissant place à des logements plutôt bourgeois, le 15e reste l'arrondissement le plus peuplé de Paris. Quant aux légendes automobiles, elles n'ont pas toutes déserté le parc. Bonjour. Oh, bonjour. Ah bah voilà le seul et unique vestige des usines André Citroën, Oui, c'est ce tout fameux à fait. tube. Construit ici même. Donc finalement, il est revenu Il a sur sa son place. terrain d'enfance. Voilà, c'est légitime qu'il soit là. Alors c'est quoi l'histoire de ce tube? Celui-ci, nous l'avons retrouvé dans l'Aude. C'était un... Je vous montre. Petit cours d'histoire. Ah, Au début, c'était le panier à salade. Le panier à salade, le fameux panier à salade. Voilà, donc panier à salade. Ça, que c'était nous- vraiment un panier à salade. Tout à fait. Et vous l'avez récupéré comment? Oh, dans un triste état avec un peu de rouille. Mais nous avons un ami qui les retape et qui nous l'a refait comme ceci. Donc maintenant, avec- c'est devenu le seul et unique food truck du parc. Coffee truck. Donc ici, si on veut boire un café sur le parc, c'est C'est uniquement ici. chez vous. Voilà, tout à fait. Est-ce que vous en voulez un petit? Ah bah volontiers. D'accord. Vous avez sucre, touillette sur votre gauche. Pas de sucre, pas de touillette. Un petit cookie alors. Allez, un petit cookie maison, goûtons. Je crois qu'il est bon. Cyril, je vais vous laisser, je vais aller voir le boss. D'accord, je vous en On se prie. donne Allez voir, c'est rendez-vous dans pas longtemps, faire un petit tour de ballon. bien. Avec grand plaisir. Ça sera la marche première fois que j'y monte d'ailleurs. C'est vrai. Bah oui. Vous le voyez décoller. Je le vois tous les matins, tous les soirs. Bon bah ça Il va n'y a être... pas eu le temps. ça va être Donc un grand ça sera avec plaisir. grand plaisir, Yvan.
Alors, vous ne proposez pas que de la restauration, il y a une petite bibliothèque. Ça fait un peu vivre en liberté, ça va bien avec le parc, les gens qui flânent. Alors ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils arrivent, ils disent on n'a pas le temps de lire un livre, le temps de déjeuner. Je dis non, vous le prenez, vous l'emportez chez vous, on ne veut plus le revoir. Par contre, si vous en avez trop, vous en ramenez. Donc les gens les amènent 10 par 10 et les prennent un par un. Donc des fois, on joue le jeu. Les gens jouent le jeu, oui, ça plaît beaucoup. La clientèle, elle est particulière ici ou c'est une clientèle qu'on retrouve un peu partout dans tous les parcs? Ça commence le matin avec les joggers qui font que passer. C'est-à-dire que vous servez des jus d'orange comme ça et en courant derrière. Après, il y a pas mal, on est à côté d'une aire d'enfants, de jeunes enfants, donc ça plaît aux parents parce qu'ils peuvent s'asseoir ici et regarder leurs petits visiteurs de l'hôpital, les patients qui sortent, qui viennent prendre l'air. Alors ça m'étonne, les patients. Oui, ils arrivent avec leurs déambulateurs, avec leurs chaises. Ils ont le droit de sortir comme ça avec... Oui, on a le droit d'aller prendre l'air, il n'y a pas de raison. Effectivement, l'hôpital Pompidou est à quelques mètres. Bon allez, moi je me presse, je file tout droit au siège de France Télévisions qui longe le parc André Citroën. On va faire les petites souris et découvrir les dessous de la grande maison de service public qui est aussi la maman de Paname. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses du JT de la mi-journée de France 3 avec Samuel Etienne. Il est là, juste à côté. Bonjour à tous. Bonjour. Sur l'avalanche, alors eux ils auront un sujet, ils vont faire un duplex depuis le PGHM. Je vais récupérer éventuellement les rushs tout à l'heure lorsqu'ils seront envoyés. Je sais qu'ils ont tourné le PROC également après. Après, c'est la journée mondiale de l'autisme. Mondial, ouais. Il y a une manif ce matin de vaincre l'autisme devant le ministère de la Santé, donc on peut faire un petit off pour lancer le sujet. Un petit off pour lancer le sujet, qui est un très beau sujet. Qui est un très beau sujet. Muriel, Tours. Est-ce que tu as eu Tours? Non, je n'ai pas réussi à les avoir, je vais les Il faut. là. On garde. Suite avalanche. Sujet plus direct. Le sujet autisme de Florence, 3014. C'est pour ça qu'on est d'accord. On dit nos envies sur l'actu. La rédaction nous dit aussi ce qu'elle a vu. Et on voit aussi ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a nos envies, puis il y a les moyens. Donc il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on peut. Et au final, ça fait le journal. J'ai écrit au cas où le Kenya, si jamais ça pète. Je voulais qu'on le passe pour l'instant. C'est que ça peut être chaud. On se le passe pour nous, tous les deux. Pour l'instant, je ne fais pas mettre, mais je mets quand même une image. Moi, je l'ai dit que je suis en train d'écrire. Et je pense qu'il faut qu'on se mette juste avant qu'on finisse. Ouais, c'est ça, exactement. Hein? Ouais, exactement. Voilà. Super. Et là, pendant 2 heures, je suis dans ma petite bulle, avec mes camarades quand même du journal, et voilà, je passe ces 2 heures à choisir le bon mot, la bonne musique de la phrase pour écrire ce journal. C'est vrai que c'est un moment de plaisir. Ok, merci. Briançon. Le Monde donne 14 morts au Kenya de sources policières. Ouais. On le fait. Je l'ai mis. Et là, je vous laisse parce que je vais me changer, donc c'est un moment quand même intime et privilégié. À tout de suite. Ah, c'est le travail là. Oui, voilà, début de transformation, alors qui n'est pas tout à fait fini. Tout n'est pas affiné encore. Et puis il y a le maquillage, et puis on va compléter ça en bas. Et alors là, moi j'ai une habitude, c'est que je ne prends pas l'ascenseur, je prends l'escalier. Mais il suffit d'une panne d'ascenseur, et il n'y a pas de journal. Samuel Etienne est prudent. Alors bah là, on arrive au studio, au zéro, le studio du journal, et puis à quelques mètres, eh bien, il y a la loge de maquillage. Un moment un peu plus tranquille là, non? Oui, non. Normalement. Normalement, oui. Sauf rebondissement imprévu dans l'actualité, donc c'est un petit moment de pause. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour. Ouais. Au moins 15 morts. Corinne, si on a le temps, oui, on va réécrire 2 trucs très vite. Top. Bonjour à tous, bienvenue dans votre 12-13. Dans l'actualité Offenbé à venir. Allez, top. Dans une université au Kenya. Qu'est-ce qu'on fait derrière? On fait les groupes service.
serviette. Les rondes serviettes, si là. On fait l'autiste derrière. Franchement, je après l'attentat, à Marseille, des enfants sont faits localement pour tenter d'attirer. C'est un bon après-midi, on se retrouve demain et d'ici là, on se retrouve. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info. T'as toujours voulu être présentateur de télé? J'ai toujours voulu être journaliste. Mais petit, tout petit, je pense vers 7-8 ans, j'ai dit à mes parents, parce que j'étais obsédé par l'idée de ce que je ferais plus tard je serai journaliste. Je leur avais dit, alors ils m'avaient dit, ah tu veux être grand reporter, je leur ai dit non, je veux être journaliste dans un bureau avec des papiers et une fenêtre pour voir le monde. Je sais pas pourquoi, je veux être journaliste comme ça. Et c'est ce que je suis devenu, puisque je passe le plus clair de mon temps dans un bureau avec des papiers, un ordinateur maintenant, et une fenêtre pour voir le monde. Merci Samuel d'avoir c'est moi passé un moment avec nous. France Télévisions n'est pas la seule chaîne de télé française installée dans le quartier. À l'heure du déjeuner, les journalistes, présentateurs et autres réalisateurs de boîtes de prod se retrouvent autour de la cuisine familiale de Stéphanie et d'Erwan. Une cuisine inspirée de l'Italie. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas Stéphanie? Ça va bien. En pleine préparation? Les petits radis ce midi pour les antipastilles. T'es à la bourre ou pas? Un peu. Tu veux un coup de main? Volontiers. T'as un tablier? Oui. Bon Stéphanie, montre-moi comment t'épluches tes radis. Alors, c'est pas très compliqué d'éplucher des radis quand même. Hein. Tu sais, moi je suis un néophyte, je connais pas grand-chose. Tu coupes la tête, un peu la queue, et en fait après tu les cisailles, tu les mets dans l'eau avec des glaçons et ça fait comme des jolies fleurs. Alors dis-moi, ils viennent d'où ces radis? Alors ils viennent de chez Joël Thiebaud, qui a ressorti tous les légumes à l'ancienne, les carottes, les tomates. C'est lui qui sert tous les grands chefs sur la place de Paris. Moi j'y vais tous les mardis, tous les vendredis. On fait très attention à ce qu'il y a dans l'assiette ici. Hein. Oui, très important. Alors raconte-moi un peu l'histoire de ce restaurant. Alors, ce resto, moi, je bossais un peu avant à la télévision chez Canal, pas loin. Et je venais pas mal ici, chez Dino, une trattoria italienne, parce qu'on aimait bien, c'était hyper bon ce qu'il faisait. Et un jour, mon mari cherchait, donc il me dit, bah écoute, moi je suis prêt à vendre, donc il a acheté. Alors, ici, c'est quand même un quartier de télé, hein? Oui, ta clientèle, elle reste quand même, ça reste quand même des gens de la télé. Ouais, c'est beaucoup le petit journal, parce qu'ils sont juste à côté. France 3, France Télévisions. Donc si on veut croiser des people de la télé, il faut venir déjeuner chez toi. Ouais. Moi, c'est pas vraiment l'ambiance quand même. Non. Ici, c'est cool, discret. Voilà. Pas de différence entre les clients. Non. Tout le monde est bienvenu. Oui. Les gentils, souriants. C'est vrai. Pas les râleurs. Bonjour Erwan. Bonjour Erwan. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. J'étais embauché. Oui. Alors c'est quand même un pari un peu risqué de prendre un restaurant ici parce que la rue elle est quand même pas très passante. C'est une rue un peu particulière, la rue Ballard, non? Alors c'est une rue très particulière, la rue Ballard, mais c'est un village. C'est un village, on ne se rend pas compte comme ça. Le midi, il y a beaucoup de bureaux, c'est évident. Mais on a le week-end, le soir, le parc André Citroën est quand même un très beau parc qui ramène énormément de monde. Et puis tous les habitants sortent, en fait, ressortent le soir, surtout l'été. Donc tu as des gens du quartier le soir? Ah, beaucoup. Dis-moi, tu regardes pas la télé? Non. Non, vraiment pas. Je suis avec mon mari, je suis contente d'être avec mon mari maintenant. Je le vois enfin, avant je le voyais jamais, maintenant je le vois tout le temps. On se donne rendez-vous un peu plus tard? Ouais. Dans le parc? Eh oui, on a une surprise pour vous, mais c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, je retraverse le parc André Citroën, direction la Seine. Originalité de ce jardin, il a une vue sur la mer, enfin, sur la Seine qui se jette dans la mer. Au milieu des péniches, une grande première pour moi, je vais apprendre à naviguer. Salut Alex. Je peux embarquer? Oui, on y va. Allez, je monte. Hop. Je mets un gilet? Allez, il faut mettre le gilet, mettez-vous à l'aise. On peut se tutoyer? Mais oui, on se tutoie. Allez hop. T'as déjà mis un gilet, Yvan, tu connais ça? J'ai jamais mis un gilet sur la Seine, c'est la première fois. Bon, c'est pas grave, c'est les mêmes qu'en mer. Ok. Allez, mets un petit peu de gaz. Donc là, c'est par là? Pousse un petit peu en avant, légèrement. Voilà. Là, tu as le compte tour. Là, on a 1500 tours. Monte à 2000.
Un petit peu, regarde devant quand même. Ok, on est bon. Voilà, reste comme ça. Devant toi, tu as le compas, c'est-à-dire la boussole en fait, qui va t'indiquer le cap que le navire est en train de suivre. Donc là, plein nord. Voilà, à gauche maintenant. À gauche complètement. On regarde bien. Regarde bien derrière toi. Voilà. Wow. Continue à gauche. Je continue à gauche? Demi-tour complètement à gauche. Donc là, on repart vers ici, Moino. Alors dis-moi, pour apprendre à naviguer, il faut combien de leçons? Alors Comment ça l'État se passe? demande 2 heures minimum par personne. 2 heures minimum par personne? C'est-à-dire pendant 2 heures on fait toutes les manœuvres. Généralement pour les gens ça suffit. Et alors là, on a quoi comme permis? Permis mer côtier. C'est rapide 2 heures. Bah, ça suffit? Ça suffit parce que en fait ça suffit oui et non. Pour manœuvrer, apprendre à manœuvrer comme ça un petit bateau, c'est pas très compliqué. Après c'est tous les à côté qui sont compliqués. Qu'est-ce qui est compliqué? Les mouvements d'eau, les hauteurs d'eau, est-ce qu'il y a des marées, est-ce qu'il y a du courant? Là on est sur la Seine, donc nécessairement il y a du courant, mais il va pas y avoir des crues de 3 mètres. Non, il n'y en a jamais? Non. Même quand on croise un gros bateau? 3 mètres, non. Alors mets-toi au point mort. Tu tires, tire. Voilà, et on est au point mort. Ça veut dire que, comme en voiture, on est au point mort. Si on veut passer la marche arrière, tu appuies un petit peu en dessous et tu tires en marche arrière tranquillement. Alors on vérifie toujours qu'il n'y ait personne derrière. Hein. Sache que c'est pas une voiture. Il n'y a pas de rétroviseur. Il n'y a pas de rétro, donc c'est contrôle périphérique on dit. Accélère un tout petit poil pour contrer les effets du courant. Merde, là je suis dans le mauvais sens. Alors tourne la barre dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça sera mieux. Ah, putain. Vas-y franchement. Hein. La marche arrière n'est pas terrible. Ouais. Alors, il y a beaucoup de candidats oui. À Paris? C'est-à-dire que les gens préparent leurs vacances en se disant je passe le permis, comme ça quand je vais sur mon lieu de vacances j'ai déjà le permis. Mais dis-moi, c'est sérieux ça? On peut vraiment apprendre sur la Seine après on apprend naviguer en sur mer? n'importe quel plan d'eau. Comme en voiture, on ne peut pas apprendre à conduire sur la place de l'Étoile, en montagne, dans le désert. Donc voilà. Donc le plus dur, c'est d'apponter. À ponter, c'est un avion qui se pose sur un porte-avions. Alors c'est quoi là? Accoster. Accoster. J'étais pas loin. Donc là, on remonte le courant, on accoste à contre-courant, c'est plus simple. Voilà, tu ralentis tranquillement, tu vises le ponton, attention de ne pas te laisser emporter. Voilà, laisse faire. Redresse, à gauche. Point mort. Ouais, t'as mis trop de vitesse là. Ah merde. T'as vu? Voilà, j'ai rien. Voilà. Mais c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà ce qui se passe quand on ne prend qu'une heure de cours au lieu de 2 préconisés. Allez, retour sur le plancher des vaches, je me sens plus en sécurité au ras des pâquerettes. Un répit de courte durée, car je dois embarquer dans l'attraction phare du parc, son ballon, visible de très loin. Avant, je vais prendre une leçon d'histoire. Racontez-moi l'histoire de ce ballon. Qu'est-ce qu'il fait ici, ce ballon, précisément, au cœur du parc André Citroën? Alors, en fait, à Paris, il y a eu beaucoup de ballons. Et des ballons captifs. Oui, ça remonte quand même assez loin. Les charlières, parce que c'est une charlière, c'est pas de montgolfière, ont été inventées en 1783. Le premier ballon captif qui s'est installé à Paris, c'était Henri Giffard qui l'a mis dans la cour du Louvre. Premier ballon captif énorme, fonctionnant à l'hydrogène, fabriqué sur place, avec un treuil à vapeur. C'était un exploit technique extraordinaire. Et ils montaient à 400, 500 mètres sans aucune notion de météo. C'était encore plus incroyable. Et par la suite, il y a eu d'autres ballons captifs disséminés un petit peu dans Paris. Le principe est extrêmement simple. Vous avez cette grosse boule qui est pleine d'hélium. Il y a 6000 m3 d'hélium. Donc le ballon tire en permanence. En dessous, vous avez donc cette grande nacelle qui peut contenir jusqu'à 30 passagers. Et un gros câble, bien solide, je vous rassure, surdimensionné par rapport à l'effort qu'on lui demande de faire, qui va retenir le ballon. Notre vocation, autant elle est de faire découvrir aux gens une vue sur Paris assez originale puisqu'elle se fait à partir d'un ballon. Et nous faisons aussi état de la qualité de l'air que les Parisiens respirent. Sur le ballon, vous avez des petits panneaux, petites voitures et monuments. Les petites voitures font état de la qualité de l'air près de la circulation. Et les monuments, c'est l'air ambiant d'une manière générale. Ça, c'est avec Air Paris? Avec Air Paris, absolument, qui a des stations disséminées un petit peu partout dans Paris. L'air n'est pas pollué et le vent n'excède pas les 35 km/h qui interdisent les vols. Je peux donc emmener mes invités au 7e ciel. Il y a Cyril aussi. Tu viens, Cyril? Voilà, on verrouille. Mais là, tu nous emmènes au Trocadéro, non? Donc là, on monte à 150 mètres. Voilà, maintenant on monte tout doucement, 1 mètre par seconde jusqu'à 150 mètres. C'est la vitesse d'un ascenseur
Voilà, de base. Alors qu'est-ce qu'on voit exactement? On voit jusqu'où? Alors, le Mont Valérien là-bas. On voit le Mont Valérien, mais on distingue quand même quelques reliefs qui sont derrière. Hein. On voit Enghien-les-Bains là-bas. Ah, jusqu'à Enghien-les-Bains, ouais, dans on le Val voit d'Oise. Enghien, c'est pas loin. Hein. C'est très 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 beau. Détends-toi, je te ferai un câlin ce soir. Ah oui, c'est au milieu en fait que c'est impressionnant. Ah oui. Ah oui, en effet. C'est là qu'on se rend compte que Paris est grand quand même. Et quelle sensation on a? C'est quand même différent que de piloter un ballon classique. Alors c'est vrai qu'on est toujours au même endroit, que c'est un peu répétitif, mais d'un autre côté, la vue de Paris avec les éclairages qui changent en permanence, finalement on s'ennuie pas vraiment. Est-ce que je vois mon resto d'ici en fait? Ah oui. Non, on le voit pas. Regarde le Sacré-Cœur qu'on voit vraiment. Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. C'est magistral. Vraiment de la chance. Si vous aussi vous n'arrivez plus à redescendre, retrouvez cet épisode de Paname sur le site de France 3 Paris et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname.